Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Salutations à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast qui s'intitule Esprit brillant. Dans ce podcast, nous allons apprendre et appliquer les plus grands secrets et les plus grandes compétences des plus grands personnages historiques qui ont foulé la Terre. Donc pour ce premier épisode, nous allons commencer par parler de l'histoire du personnage que j'ai choisi, avant d'analyser sa réussite et de donner par la suite des conseils concrets que vous pourrez appliquer dès maintenant dans votre vie de tous les jours pour améliorer des aspects très importants qui participeront grandement à votre développement personnel et à votre réussite. Donc sur ce, nous pouvons commencer tout de suite. Si je vous parle de dessins animés et de souris, peut-être pouvez-vous déjà deviner le personnage historique dont nous allons aborder durant ce premier épisode. Il s'agit effectivement de Walt Disney, le créateur de la compagnie Disney. Walt Disney est né dans une fratrie de 5, où il est l'avant-dernier des enfants. Depuis tout petit, il a un talent très prononcé pour le dessin qu'il cultive à la ferme de ses parents, là où il dessine les animaux qu'il voit dans son quotidien. Toute son enfance, il le passe à dessiner, malgré que son père, qui était extrêmement violent envers la fratrie, soit totalement contre le fait que Walt continue le dessin. Malgré tout, Roy Disney, qui est son grand frère, le soutient dans sa passion et dans cette aventure tout au long de sa vie. La petite famille déménage ensuite à Kansas City, où le père trouve du boulot dans une entreprise de journal. Les enfants sont donc obligés d'aider leur père dans cette entreprise qu'il a créée, ce qui va grandement diminuer le temps de pratique de Walt Disney dans le dessin. Malgré tout, il va quand même continuer le dessin jusqu'au collège, où il va par exemple faire des caricatures pour le journal du collège. Ensuite de cela, la famille va décider d'emménager à Chicago en 1917. Ensuite, il continue de dessiner pour le journal donc du lycée cette fois-ci. Et en 1917, la Première Guerre mondiale fait rage. Walt Disney, qui est extrêmement courageux, décide, malgré le fait qu'il ait 17 ans, de s'inscrire et de s'enrôler pour partir à la Première Guerre mondiale. Mais il n'a pas 18 ans, donc il ne peut pas s'inscrire en tant que soldat. Il décide donc de s'enrôler dans la Croix-Rouge. Il arrivera donc en France après le débarquement et fera son travail de secouriste. Il ira notamment à Paris. La seule fois où il ira à Paris, malgré l'ouverture de Disneyland Paris, où il n'ira jamais quand ce sera construit, mais il ira bien plus avant lorsqu'il aura été à Paris avec la Croix-Rouge lors de ses 17 ans. Une fois rentré, il s'installe tout seul à Kansas City, donc la ville de son enfance. Il fonde en 1922 la société Love Ogram avec Ub Iwerk. Ils créent tous ensemble des films d'animation et ils rencontrent un petit succès. Malgré tout, le studio doit fermer car une commission de $11,000, qui était vraiment énorme pour l'époque et pour Walt Disney, n'a pas été payée par l'entreprise qui était commissionnaire car ils étaient tout simplement en faillite. Le paiement n'a pas pu être versé et le studio Lofogram de Walt Disney a dû s'éteindre, tout simplement. Malgré la fermeture du studio, la dernière œuvre sur laquelle Walt Disney a travaillé était un petit truc peut-être que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Alice in Wonderland, qui n'est toujours pas Alice au Pays des Merveilles, c'est quelque chose de tout à fait différent, mais c'est quand même les prémices de l'œuvre qu'on connaît tous. Malgré tout, le projet est abandonné pour le moment, puisqu'il n'y a plus d'entreprise. Le frère de Walt Disney, qui on se rappelle est Roy Disney, qui le soutient depuis le début dans sa passion artistique du dessin, décide de l'inviter à Hollywood, où ils créent ensemble les Disney Bros Studios dans le garage de leur oncle. C'est assez surprenant, effectivement. C'est au départ de la carrière de Walt Disney, a été fait dans le garage de son oncle en compagnie de son frère à Hollywood. Ils obtiennent un contrat pour Alice in Wonderland, qui est assez exceptionnel, puisque on se rappelle, le projet avait été abandonné et ils l'ont repris maintenant et finalement ils ont un contrat avec, donc ce qui est vraiment excellent pour les deux frères. En 1926, les frères renomment le studio Disney Brothers Studio, ils le renomment en Walt Disney Studio, tout simplement parce que la participation de Walt était beaucoup plus importante et c'était en fait la tête d'affiche du studio, tandis que Roy, lui,
ne faisait que, entre guillemets, des participations plutôt d'ordre administratif et plutôt d'ordre commercial en allant démarcher l'argent, démarcher les studios et les potentiels clients. En 1927, Walt obtient un contrat pour Universal pour une des séries qui sera peut-être la première série vraiment extrêmement populaire de Walt Disney, qui s'appelle Oswald le Lapin Chanceux. Le design d'Oswald le Lapin Chanceux rappelle énormément le design de la souris Mickey Mouse, qui s'expliquera par la suite de la carrière. À un moment, alors qu'il produisait donc plusieurs courts-métrages d'Oswald le Lapin Chanceux, Walt Disney part négocier avec les studios d'Universal pour avoir beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'argent finalement sur les films. Malgré tout ça, c'est là que le hic intervient, puisque Walt Disney se fait complètement entourlouper, puisque les producteurs d'Universal lui expliquent qu'en fait il n'a pas les droits sur la série Oswald le Lapin Chanceux, et qu'en gros c'est eux qui décident tout. Suite à cela, il leur dit aussi qu'il doit réduire ses coûts de production de Oswald le Lapin Chanceux, et beaucoup des animateurs du studio de Walt sont en fait pris par Universal. Il se retrouve totalement foutu. On lui dit qu'il va gagner moins d'argent, on lui dit qu'il n'a pas les droits pour sa propre série qu'il crée, et on lui dit au final, oui, t'es notre clébard. Finalement, il va bosser secrètement avec Ub Iwerk, c'est le gars avec qui il a travaillé pour former son premier studio d'animation, Love Hologram. Donc il va retravailler avec lui, avec quelques autres aussi de l'ancien studio d'animation, avant l'affaire de Oswald le Lapin Chanceux, et ils vont tous travailler sur un projet secret qu'ils n'ont pas parlé à Universal évidemment, que c'est la création de la souris Mortimer, qui deviendra ensuite Mickey Mouse, parce que Mortimer, ça aurait pas fait un carton exponentiel, je pense, comme Mickey Mouse l'a fait. C'est le début de la souris sur nos grands écrans. Évidemment, maintenant, vous le savez tous, la souris Mickey Mouse a connu un succès vraiment international et a propulsé Walt Disney au panthéon des animateurs, même en panthéon du cinéma en général, puisqu'il aura eu plusieurs Oscars pour ses courts-métrages. Donc voici l'histoire de Walt Disney, et cette histoire peut nous apporter plusieurs éléments, plusieurs pistes d'amélioration pour prendre des compétences et prendre des conseils pour notre vie personnelle. Déjà, on peut noter une chose, c'est que malgré qu'il fut très jeune, Walt Disney possédait une ambition assez débordante. Comment on peut le voir? On peut le voir notamment avec son enrôlement finalement dans la Première Guerre mondiale en tant que secouriste. On voyait que c'était un gamin qui n'avait pas froid aux yeux. Il avait pas peur de prendre des risques, même de risquer sa propre vie pour aller au bout de ses idées. Et évidemment, on peut aussi constater avec l'esprit rebelle qu'il avait à l'encontre de son père. Je vous en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que malgré l'interdiction, il a continué le dessin dans sa jeunesse. Il a même, comme je vous l'ai dit, participé à des journaux de l'école, malgré que son père était absolument contre le dessin. Il n'a absolument pas peur du danger ni de l'échec, ce qui est une compétence qui est vraiment assez importante et assez intéressante dans la vie de tous les jours, que beaucoup de gens n'ont pas, et ce qui est très dommage. On croise par moments sur les réseaux sociaux énormément de vidéos de motivation un peu clichés où on nous dit qu'il faut absolument prendre des risques et lancer ce business, lancer cette conférence, lancer ce projet qui nous tient à corps. Et effectivement, ça peut paraître un peu cliché, pas crédible, mais finalement, Walt Disney le fait et effectivement, ça a bien marché pour lui. J'aime appeler cette compétence justement de ne jamais abandonner, de ne jamais reculer face à l'échec. J'aime à l'appeler la résilience. Pour moi, la résilience est une des caractéristiques fondamentales des personnes qui réussissent dans la vie. On peut le voir avec l'affaire avec Universal justement, où il n'y a peut-être pas plus grande forme de résilience finalement que la décision de Walt Disney de se séparer d'Universal, comploter dans son coin pour créer le concurrent d'Oswald le Lapin Chanceux, tout rafler quoi, d'exploser les records et de porter sur la scène internationale un personnage aussi caractéristique et aussi populaire que la souris Mickey Mouse. Il me tient à cœur de faire ce premier épisode de ce podcast sur l'ambition et la résilience, puisque pour moi, l'ambition et la résilience sont des
les caractéristiques fondamentales du succès, bien plus que n'importe quelle autre compétence qu'on puisse avoir, bien plus que les capacités cognitives, ou bien plus qu'une certaine aisance sociale, puisque malgré qu'on soit extrêmement intelligent ou qu'on soit extrêmement cultivé, qu'on ait énormément de compétences ou de connaissances sur un domaine, sans ambition, sans résilience, on ne peut finalement aller pas très loin. Je connais quelqu'un dans mon université, quelqu'un de vraiment extrêmement talentueux. Mais cette personne, aussi talentueuse soit-elle, ne se contente finalement que de vivre de ce talent et de ne pas l'exploiter. Au final, c'est gâcher son talent. Et même si cette personne a d'énormes connaissances et d'énormes facultés, elle ne les exploite pas et ne les exploitera probablement jamais, ce qui limitera son succès. Alors évidemment, cette personne sera quand même assez successful, si on peut le dire comme ça. Elle deviendra probablement avec un métier de cadre ou quelque chose comme ça, mais elle ne rentrera jamais vraiment dans l'histoire alors qu'elle a probablement les compétences pour le faire. J'avais envie de vous présenter un livre qui parlait justement de ce concept de résilience que j'ai beaucoup affectionné. Donc c'est un livre qui parle d'ambition et de résilience face aux défis et il s'appelle Grit, the Power of Patience and Perseverance par Angela Duckworth. Ce livre explicite en détail le concept de grit, qui est en fait l'addition du talent et de l'effort qu'on met dans un projet ou une réalisation. Cette combinaison donne en fait ce qu'on appelle la compétence. Cette compétence, si on rajoute encore une fois de l'effort, un peu comme dans une recette de cuisine, ça donne justement la réalisation, l'aboutissement du projet ou l'aboutissement de la maîtrise d'une compétence, l'aboutissement d'un savoir. Ce que ça nous apprend, c'est que le plus important dans un défi, dans un projet, c'est pas forcément le talent, mais c'est l'effort. Puisque le talent plus l'effort donne la compétence, mais la compétence, si on rajoute de l'effort, ça donne la réalisation. On peut rajouter de l'effort, or on ne peut pas rajouter du talent, puisque le talent, c'est quelque chose d'inné. Pas dire oui je vais être doué au basket et être doué au basket juste comme ça. Il faut avoir justement cette notion d'effort et de persistance que Walt Disney a eu, donc on le voit, il a dessiné toute sa jeunesse malgré l'interdiction de son père. En fait c'est cette ambition justement qui va vous pousser à mettre de l'effort dans ses projets. C'est cette ambition qui va vous pousser à aller plus loin, à travailler plus. Et donc c'est cette ambition qu'il faut chercher. On parle souvent de la différence entre la motivation et la discipline. Mais ce qu'on oublie de prendre en compte très souvent, c'est justement ce facteur qui est l'ambition. L'ambition marche beaucoup dans la motivation. Et si la motivation vient parfois à lâcher, ce qui est tout à fait humain, ce qui est tout à fait normal, c'est parce que l'ambition commence à lâcher aussi. Mais l'ambition, ce n'est pas quelque chose qui est facilement lâchable. Un autre concept qu'Angela Duckworth aborde dans son livre est la résilience, comme on en a parlé juste avant. En fait, la résilience, si on en donnait une définition claire et précise, ce serait la faculté de voir les échecs comme des leçons. Au final, c'est un peu comme un effet placebo que l'on voit sur les échecs. L'échec en soi n'existe pas. Tout ce que vous pouvez faire au final, c'est réussir votre projet, ou alors en tirer des leçons. Mais l'échec en tant que tel n'est pas vraiment un concept existant, puisque tirer des apprentissages, c'est quand même s'améliorer. Un échec, par définition, c'est censé être juste un raté total. Par exemple, avec Walt Disney, il a décidé de garder les droits d'auteur sur ses futures créations, notamment la souris Mickey Mouse, après la merde qui lui est arrivée avec le studio Universal et Oswald le lapin chanceux. Il a tiré des leçons de ses expériences passées et il a su rebondir au lieu de s'apitoyer sur son sort et d'abandonner. Ce qui est une compétence qui est aussi extrêmement sous-estimée et qui est extrêmement recherchée dans le monde actuel. Mais alors, vous allez me demander comment finalement devenir plus ambitieux et comment devenir plus résilient. Parce que c'est bien beau de dire que l'ambition et la résilience sont des compétences importantes, mais comment les développe-t-on ? Je vous ai préparé pour ça un plan en 3 étapes qui est plutôt simple à mettre en place et plutôt abordable, qui va vous permettre finalement d'améliorer la clarté de vos ambitions et évidemment votre rapport à l'échec et à la résilience. En première étape, ce que vous devez absolument faire, c'est un processus de visualisation de votre projet. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire, vous imaginez en train de réussir le projet ou en train de réussir dans la compétence que vous voulez. Un petit exemple, vous êtes en train d'écrire un livre, imaginez-vous en conférence, en train de présenter votre livre bien habillé, dans
dans un costume 3 pièces, je ne sais pas, et également devant une audience qui vous écoute attentivement. Vous parlez de comment vous avez créé ce livre, de vous voir finalement avec énormément de réussite. Mais évidemment, il faut faire attention à la visualisation, puisque ça peut emmener sur un phénomène qui est assez récurrent et assez contre-productif, qui s'appelle le daydreaming, qui consiste à juste rêver et à ne pas travailler sur les projets. C'est assez dévastateur et c'est le cas d'énormément de monde finalement qui ont des projets. C'est finalement pour ça que personne ne tente rien, parce qu'il ne faut pas croire, mais beaucoup de gens sont ambitieux, mais ils ne sont juste pas assez déterminés pour accomplir. Donc ces techniques de visualisation, si utilisées à bon escient, peut développer votre ambition générale de façon significative. La deuxième étape de mon plan consiste justement à la planification, puisque une fois que vous avez visualisé votre souhait, une fois que vous avez visualisé la réussite dont vous voulez, la méthode la plus efficace reste de prévoir un plan structuré qui détaille votre réussite étape par étape. Donc ce plan permet justement de pousser vous-même à passer à l'action. Et justement, ça renvoie au daydreaming dont je parlais avant. Planifier étape par étape permet de prendre les choses en main, de passer à l'action et d'accomplir vos rêves au lieu de juste les rêver. Comment faire un bon plan ? Eh bien, il faut avoir des étapes clés. Par exemple, si on repart sur la métaphore de l'écrivain, si on repart sur l'exemple de l'écrivain, vous avez rêvé d'être un auteur célèbre en conférence une fois que votre livre est créé. Maintenant, il faut créer votre livre. Comment on fait ? Eh bien, on fait un plan. Vous savez très bien qu'un livre est composé de multitudes de chapitres et vous savez qu'il faut faire un chapitre un par un, il faut développer les personnages un par un, il faut travailler sur les intrigues une par une et ensuite relier tout ça. Vous pouvez vous dire, par exemple, le lundi, je travaille sur la psyché de tel personnage, le mardi, je revois ce chapitre-là, le mercredi, je passe ma journée à essayer de trouver de nouvelles péripéties. Et c'est en faisant des petites actions qui sont planifiables que vous allez arriver à passer à l'action plutôt que de vous dire « Bon, cette semaine, j'écris mon livre ». Et ensuite, en troisième étape, ce qui est probablement la plus importante, c'est votre mentalité finalement. Vous devez être résilient et vous devez en fait bannir le mot échec de votre vocabulaire, à part si vous pratiquez les échecs. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Vous devez absolument être résilient, comme on l'a dit, et vous devez absolument voir les échecs comme une opportunité d'apprentissage. Peut-être que votre livre va bider, et ce sera extrêmement décevant, ce sera extrêmement frustrant, mais vous ne pourrez rien faire d'autre en fait. Votre livre a bidé, c'est une vérité immuable qu'on ne peut pas changer. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous pouvez réécrire un livre, vous pouvez tirer au clair et analyser la situation qui vous a mis dans cet échec. Est-ce que votre livre a bidé parce que la communication autour de lui était mauvaise ? Est-ce que votre livre a bidé parce qu'il était tout simplement mauvais ? Et dans ce cas-là, c'est à vous de devenir meilleur. Dans ce cas-là, vous devez trouver pourquoi il était mauvais. Est-ce que c'est les personnages qui n'étaient pas assez développés ? Est-ce que l'intrigue était trop compliquée ? Est-ce que, au contraire, elle était trop simple ? C'est à vous de trouver qu'est-ce qui n'allait pas pour refaire les choses jusqu'à ce que ça marche. Cela me fait énormément penser à une célèbre citation qui est raccrochée à l'auteur Friedrich Nietzsche qui dit « Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Donc c'est un peu la phrase cliché que les adolescents des années 2000 se tatouaient et ça fait extrêmement gênant et cliché. Malgré tout, cette phrase reste vraie. En fait, vous n'allez pas mourir si votre livre n'a pas bidé. Vous n'allez pas mourir si votre projet n'a pas abouti comme vous espériez qu'il l'aboutisse. Par contre, en conséquent, vous pouvez vous en relever. Vous pouvez repartir de l'avant et, comme je l'ai dit, apprendre des échecs. Par contre, une chose à ne pas faire, c'est de se relever, mais de toujours faire la même chose. Comme j'ai dit, un échec, c'est une opportunité d'apprentissage, mais si vous n'apprenez rien, vous referez les mêmes erreurs. En fait, c'est totalement absurde, c'est totalement stupide aussi. Vous devez absolument analyser ce qui n'allait pas pour trouver la réussite totale, la clé de la réussite. Évidemment, analyser les situations
Analyser ces erreurs vous force à penser par vous-même. Ça vous force à ne pas suivre uniquement l'avis des autres, à ne pas suivre aveuglément finalement les conseils des autres, puisque vous devez réfléchir sur vous-même, réfléchir sur votre condition en tant qu'écrivain ou autre. Du coup, ça vous force finalement à essayer de trouver des solutions par vous-même. Trouver les solutions par vous-même, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de réussir. Par exemple, Disney, quand il décide de contre-attaquer Universal, il crée Mickey. Mais à la base, c'est son idée. C'est lui qui a décidé de créer Mickey et c'est comme ça qu'il a pu faire mordre la poussière à Universal. C'est comme ça qu'il a pu se relever. Il faut toujours trouver vos idées, toujours rebondir et toujours trouver comment se sortir d'une situation. Être adaptable. Et voilà, c'est sur ces derniers conseils que je vous quitte pour ce premier épisode de ce podcast. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'espère que ce premier épisode a pu vous éclairer un petit peu sur les concepts d'ambition et de résilience. J'espère qu'il a pu vous donner des informations qui sont illustrées, mais qui sont aussi importantes et que vous allez pouvoir appliquer grâce au plan. Je voudrais aussi vous informer que sur quelques plateformes que vous le regardez, ce podcast, il existe aussi sur d'autres. Il est sur YouTube, il est sur Spotify, il est sur Apple Podcast. Et donc, si vous voulez m'aider, je vous invite grandement à aller vous abonner sur n'importe lequel de ces plateformes qui vous conviennent le mieux. Je posterai aussi ce podcast tous les samedis. J'espère que vous serez en rendez-vous. Et si vous comptez suivre l'avancée de ce podcast, ou si vous comptez suivre les informations que je vous donne, que ce soit pour votre culture historique, ou alors tout simplement pour prendre les conseils des plus grands personnages de cette planète, je vous invite à vous abonner et à suivre ce podcast avec moi pour voir où est-ce qu'on peut aller tous ensemble.